Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission 100% Bénin. Vote en vue de l'adoption de la proposition de loi portant modification de la loi fondamentale. Ce n'est que secret de polichinelle. Ce fut une bataille serrée entre députés du bloc de la majorité parlementaire et ceux de la minorité. La recevabilité acquise, son adoption en plénière n'a pu, elle, aboutir. Le débat est désormais ouvert pour un probable référendum sur la question. Au sein des états-majors des partis politiques, on affûte chacun de son côté les armes, tout en s'interrogeant sur cette fameuse soirée du 5 juillet qui aurait pu conduire définitivement à la validation des amendements. Mais qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Comment en est-on arrivé à ce résultat? Comment, par ailleurs, entend-on de part et d'autre faire face aux défis inhérents à la voie référendaire, si référendum il doit y avoir? Ce sont là, mesdames, messieurs, en autre interrogation, au cœur de votre émission débat du jour. Thème au menu: adoption manquée de la proposition d'amendement de la Constitution béninoise, la classe politique face à une responsabilité historique. Dans quelques poignées de secondes, le regard croisé de deux acteurs politiques, l'un de la mouvance et l'autre de l'opposition. À ma gauche, Auguste Villegla, acteur politique de la mouvance, soutien de première heure de Patrice Talon, alors candidat. Il est le président du parti BNV, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Auguste Villegla, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. Ça fait un petit moment par ici. Ah oui, tout à fait. En tout cas, on est heureux. Professionnel. Ah, tout à fait. Très sollicité, mais il sait aussi se plier en quatre lorsque le besoin se fait sentir. Il a raison. Sa présence ce matin avec nous. En face de lui, Léonce Ombadi, un des tout premiers opposants déclarés au régime du Nouveau Départ. Il est le président du parti PLP, Parti pour la libération du peuple, et membre actif au sein de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, CDD Bénin. Léonce Ombadi, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre aussi à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Sachez-le, le plaisir est partagé. Suite à ce que d'aucuns appellent l'échec de l'amendement de la Constitution à l'Assemblée nationale, la voix du peuple devient, dit-on, impérative. Mais avant, cette nuit du jeudi 5, ou cette soirée, oui, du jeudi 5 juillet, est restée gravée dans les mémoires et continue d'alimenter la polémique et les débats, mais aussi relancer la problématique de stratégie politique face aux questions de grand intérêt. Auguste Villegla, ce 5 juillet, comment vous, au niveau de votre parti, l'avez-vous vécu avec les vôtres? Ce 5 juillet, nous l'avons vécu avec une certaine retenue, parce que nous nous disions que les amendements de la Constitution sur les 4 points précis étaient devenus indispensables, parce que il fallait faire la promotion des femmes au niveau des postes politiques dans notre pays. Il fallait limiter les dépenses budgétivores que nous observons lors des élections, parce que les élections répétitives nous amènent à dépenser le peu de deniers que nous avions. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, les amendements n'étaient pas de nature quand même à ne pas recueillir l'adhésion de l'opposition. Malheureusement, nous avons, avec une certaine déception, vu que l'opposition est restée jusqu'au boutiste, sans aller au fond sur l'intérêt général que recelaient ces amendements, ces propositions d'amendement qui étaient soumises à leur appréciation. Mais nous disons que le référendum permettra au peuple tranquillement de se prononcer. On y revient tout à l'heure, oui. Léonce Ombadi, au niveau du PLP, de la CDD, c'est vrai, on a eu des réactions par la suite. Comment cette soirée a-t-elle été vécue, honnêtement? Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat-là? Merci beaucoup, Joël. Le 5 juillet 2018, nous étions au front. Nous étions au Parlement depuis 7 heures déjà, avec nos militants et tous les leaders de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, CDD Bénin. Donc, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'était prévisible.
parce que notre constitution, celle du 11 décembre 1990, est la mieux écrite dans la sous-région, la plus vieille et la plus stable sur le continent. Donc nous estimons que si on doit la toucher, il faut le faire de façon consensuelle, de façon mesurée, de façon sage et si vous voulez de façon chirurgicale également. Donc si ces conditions ne sont pas réunies, personne ne peut toucher à une seule virgule de cette constitution. Donc nous étions allés à l'Assemblée nationale le 5 juillet pour soutenir nos députés, les députés de la minorité parlementaire. Donc nous on savait, parce que on savait que ça allait être rejeté et on a pris toutes les dispositions pour cela. Et le pouvoir était allé pour gagner parce qu'il y a eu beaucoup de chantage, beaucoup de pression sur nos députés. Vous pouvez les inviter sur vos plateaux, eux-mêmes ils sont mieux placés pour vous l'expliquer. Il y a eu beaucoup de chantage, beaucoup de pression, surtout les 72 heures qui ont précédé le vote. Beaucoup de choses se sont passées et dans les jours à venir, nous les mettrons tout ceci là. Mais votre vis-à-vis vient de sortir un mot, le mot consensus. Le pouvoir était parti au territoire conquis, l'opposition était aussi dans son coin. Mais on a plutôt eu une sortie bien avant ce jour fatidique où pour beaucoup, quand même, au regard des données qui étaient établies, on pouvait se dire que ça allait plutôt bien se passer. Ce qui a manqué, est-ce vraiment le consensus ou encore les aléas politiques vécus? Non, moi je pense que ce sont les aléas politiques parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de démarches, des dialogues intergroupes parlementaires avec l'opposition. Je ne suis pas parlementaire, mais on suit ça d'être près. Plusieurs réunions se sont tenues entre la minorité et la majorité parlementaire durant des semaines autour de la question. Il y a eu un séminaire qui a été organisé auquel était convié l'ensemble des acteurs de l'opposition, de la minorité parlementaire à Zalaï. Vous l'avez suivi. Durant 24 heures, ils ont débattu de fond en comble sur les différentes propositions. C'est pas le consensus qui a manqué, mais c'est plutôt les aléas politiques. Vous savez, depuis le régime du président Kérékou, chaque fois qu'on tente de modifier la Constitution, l'adversaire pense que non, il faut que je lui fasse échec, parce que s'il réussit, c'est comme une victoire politique pour lui. Donc, je pense que c'est l'idée qui a prévalu. Oui, c'est le principe juste de faire échec à la tentative de l'adversaire. Ce n'est pas forcément dans le fond, parce que les amendements proposés étaient clairs. Il n'y avait pas d'ambiguïté. S'il y avait des ambiguïtés, l'opposition allait soulever ces ambiguïtés. C'est vrai qu'on les a écoutés sur certains points que tout de même. Mais avant d'avancer sur ces points-là, mais Auguste Videgla, il y a quelque chose qui a retenu aussi notre attention, observateur aussi averti de l'actualité sociopolitique au Bénin. Quand Bruno Amoussou prend le devant d'un certain nombre de dossiers, c'est quand même sérieux, un grand dinosaure de l'actualité politique. Et ce que vous avez avancé tout à l'heure, à savoir ce préalable et en même temps, à Libye, souvent brandi, où on dit oui, s'il emporte, c'est comme une victoire politique, il faut l'en empêcher. On l'a vécu à plus d'une fois. N'était-ce pas suffisant déjà pour prendre les garde-fous qu'il fallait éviter de tomber dans ce piège? Ou à ce niveau, il y a eu un flop à l'interne? Non, il n'y a pas eu de flop, il n'y avait pas de garde-fous non plus à prendre. Vous l'avez dit, le président Bruno Amoussou, c'est pas personnellement intéressé au dossier, mais au-delà du président Bruno Amoussou, ce n'est pas l'acte même de modification qui intéressait la minorité parlementaire. C'est plutôt faire échec à toute action politique concernant la Constitution et initiée par le régime du nouveau départ. Le principe était simple, parce que sinon le débat contradictoire aurait pu être engagé avant même le vote au niveau du Parlement, avant la recevabilité. S'il y avait des articles que la minorité parlementaire souhaitait qu'on modifie, etc., il y a eu quand même assez de mots. Et je pense bien, si je me trompe, qu'il y a eu des échanges de groupes, des échanges individuels, article par article. Il y a eu le séminaire, etc. Je pense qu'il n'y a pas eu de flop. C'était juste un vote de principe. Vous savez que cette bonne guerre, l'opposition plus fera échec aux tentatives de modernisation de notre République,
plus ils pourront se dire demain que le nouveau départ n'a rien fait de bon. Ah non, mais ça, c'est le malsain. Voilà. Je crois que... Léon Soumbadi, ici, c'est l'intention, la finalité, ça ne fait pas sérieux. Lorsqu'on aspire à diriger le pouvoir, encore que vous étiez aux affaires il n'y a pas si longtemps. Il y a eu beaucoup de contre-vérités dans ce qu'il vient de dire. Il n'y a jamais eu de séminaire sur la révision de la Constitution. Le séminaire qu'il y avait eu, c'était par rapport au code électoral à Zalaï. Et c'était un séminaire juste pour la forme. Donc il n'y a jamais eu de dialogue entre l'opposition et la mouvance sur la question de la révision de la Constitution. Bien au contraire, il y a eu des chantages, des pressions sur nos députés. Il y a des députés qui ont des dossiers judiciaires. On leur a dit, écoutez, vous votez pour le projet et on va voir comment s'arranger pour qu'on n'enlève pas votre immunité. Vous connaissez ces députés, vous pouvez les appeler sur le plateau, ils vont témoigner. Donc il n'y a pas eu du tout de dialogue. Les prétextes, les 4 prétextes qui ont été avancés... Ce sont des prétextes? Ce sont des prétextes farfelus. Donner plus de visibilité aux femmes, ça ne fait pas sérieux? Vous n'avez pas... Mais des élections trop coûteuses, vous en savez quelque chose. Permettez, les 4 prétextes, le tout premier, on dit on veut donner plus de place aux femmes. Le deuxième, on parle de la Cour des comptes, le couplage des élections et la suppression de la peine de mort. La promotion de la condition féminine, c'est d'abord la volonté politique. Oui. Le chef de l'État n'a pas besoin de réviser la Constitution avant de donner plus de femmes, plus de place aux femmes. Il a un gouvernement qui est là. Il n'a qu'à commencer par nous donner les preuves irréfutables qu'il aime les femmes. Et le vrai ennemi des femmes au Bénin, c'est le président Patrice Talon. C'est lui qui a commencé par casser les commerces des femmes au bord des voies. C'est lui. Je vous ai écouté. Allez. Donc, c'est le président Patrice Talon qui a commencé par réprimer les femmes. Donc, comment celui qui fait ça, qui met les femmes dans l'extrême pauvreté, qui pourchasse les femmes dans les villes et campagnes, il n'y a plus de gratuité de la césarienne. Les microcrédits aux plus pauvres, on sait ce que c'est devenu. Comment celui-là, du jour au lendemain, qui a la possibilité de nommer des femmes dans son gouvernement, de nommer des femmes dans les ministères, dans les sociétés et offices de l'État, dans les ambassades, dans les chancelleries, dans nos cours et tribunaux, comment celui-là, du jour au lendemain, peut venir se comporter comme celui qui aime les femmes? Le vrai ennemi des femmes béninoises, c'est M. Patrice Talon. On peut toujours se rattraper si éventuellement il y a des faux pas hier. Je vous dis, on n'a pas besoin de le constitutionnaliser avant de le faire. Encore qu'au niveau de notre constitution, c'est la parité entre l'homme et femme. On ne peut pas mettre dans notre constitution qu'on doit donner 50 postes aux femmes. Non, c'est la volonté politique qui doit matérialiser ça. Le deuxième volet qui concerne la suppression de la peine de mort, nous sommes d'accord, il faut supprimer la peine de mort, mais il y a déjà une loi qui vient de voter à peine qui supprime la peine de mort. C'est vrai qu'il faut le mettre dans la Constitution, mais il y a déjà la volonté politique qui a voté la loi au niveau des députés à l'Assemblée nationale. Donc on n'a pas besoin de le faire. Et nous disons, l'opposition n'est pas contre la révision de la Constitution. L'opposition dit on ne peut pas toucher à une seule virgule de la Constitution en dehors du peuple. Il faut associer le peuple parce qu'en 90, c'est le peuple qui l'a validé. Par conséquent, il faut le consensus. Il faut mettre tout le monde ensemble. Il faut qu'on aille aux assises nationales. Il faut qu'on aille aux États généraux. Dans tous les cas de figure, il faudrait qu'il y ait un dialogue politique national sincère et inclusif qui puisse permettre à tous les fils du Bénin de se retrouver autour d'une table et de discuter. Ce n'est pas la constitution du 11 décembre 1990, ce n'est pas la volonté de quelques individus. Donc, quelques individus ne peuvent pas se retrouver dans les 4 murs de leur chambre, de leur bureau, pour décider à la place des Béninois. Et chaque fois et toutes les fois qu'ils ne vont pas respecter cette option démocratique, nous serons toujours là. Mais l'Assemblée nationale constitue aussi l'émanation du peuple, puisqu'on y a les élus du peuple. Et la question, vous l'avez expérimenté déjà, des élections au Bénin, on sait combien ça coûte. Maintenant, l'actuel chef pense qu'il faut revoir un peu à la baisse ces dépenses qui deviennent un peu trop coûteuses et permettre aussi au peuple de se mettre au travail. Non, c'est des prétextes saugrenus, totalement ridicules, ça n'a même pas de sens parce que nous sommes d'accord, il faut coupler les élections, il faut faire des économies à l'État, on est d'accord. Mais nous disons, il faut revenir vers le peuple. Il faut venir dans le peuple, poser le problème pour qu'ensemble nous puissions décider de ce qu'il faut faire. Parce que le problème de couplage des élections, on dit par exemple qu'on ira aux élections générales en 2026. Donc les députés qui seront élus en 2019 feront 7 ans. Mais pour décider de ça, il faut revenir au consensus. Il faut que tous les Béninois puissent se retrouver autour d'une table pour qu'on puisse décider. Ce n'est pas la volonté du chef de l'État ou de ceux qui l'entourent pour le faire. Donc, s'il y a des élections en 2019, les députés vont faire 7 ans. Donc, en 2021, il n'y aura pas d'élection présidentielle parce que la loi, le projet de loi qu'ils ont proposé n'est pas clair
par rapport à cela. Donc, le chef de l'État sera au pouvoir jusqu'en 2026. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le piège qui est contenu dans ce document-là. Donc, une fois que les députés vont le voter, vous verrez que Patrice Talon va rester au pouvoir jusqu'en 2026. Il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2021. Maintenant, on dit qu'on veut faire d'économie à l'État. La loi qu'ils ont, la proposition de loi dit qu'on va organiser les élections législatives 90 jours après l'élection présidentielle. Mais où est le couplage des élections? Le couplage des élections, c'est que le même jour, on organise et les élections présidentielles, et les élections législatives, et les élections communales ou municipales. Donc, si on n'organise pas tout le même jour, et qu'on organise une élection, et 90 jours après, on organise une autre, où est-ce qu'on fait, où est l'économie qu'on veut faire à l'État? Tout ça, c'est pour tromper la vigilance du peuple, de la communauté nationale et de la communauté internationale. Vous savez, les 4 prétextes qu'ils ont trouvés, ces éléments de langage bien précis pour plaire à la communauté internationale. Parce qu'à l'international, quand on dit un gouvernement veut faire la promotion des femmes, les gens vont vous écouter. Lorsqu'on dit un gouvernement veut supprimer la peine de mort, les gens vont vous écouter. Lorsqu'on dit on veut faire couplage d'élections pour des élections pour faire économie à l'État, les gens vont vous écouter. Mais au fond, c'est de faux prétextes. Et les députés de la minorité, il faut les féliciter, il faut les encourager parce que ce sont des héros. Ils ont tout fait pour défendre dignement la République qui était en danger. Donc chaque fois et toutes les fois que le gouvernement va revenir, nous serons toujours là pour montrer que 19 est différent de 62. Mais Auguste Willig, là, il parle de prétexte, en abordant quelques éléments d'appréciation. Il est dans son rôle d'opposant féru, qui utilise les mots qu'il faut pour tromper un peu et endormir le peuple. Décidément. Oui, nous pensons que toute logique but, notre pays, depuis les indépendances, aujourd'hui 60 ans, ne peut pas continuer à végéter dans un état traditionnel aussi dépassé. Regardez les pays de la sous-région. Dans l'UEMOA, vous savez quelle position nous occupons? De quel point de vue? Pendant qu'ils ont géré le pays durant 10 ans, on était dernier de l'UEMOA. Même les pays, des pays de l'interland étaient devant le Bénin en termes d'indice de développement humain. Ils le savent très bien. Alors, comment transformer notre société pour que cette société s'engage graduellement vers la modernité, vers la productivité? Voilà autant d'éléments. Comment associer les femmes? Pour revenir au sujet... La modernité, avant d'évoluer, oui, la modernité, bon, ça me renvoie à l'un des éléments avancés par l'honorable Guy Topé, qui est revenu sur cette question. Et il pense aussi que toute prise de position partisane, mise de côté, en restant objectif, et dans la peau de quelqu'un qui pense essentiellement développement, qui n'est vraiment pas convaincu lorsque le gouvernement pense aux questions où avance l'idée de développement pour motiver l'idée du couplage. Et il a cité un peu l'exemple du Ghana et il constate que de l'autre côté, les élections se déroulent presque de la même façon. Mais dans la même période, il s'est rendu compte avec des chiffres qu'il a exposés, je ne sais pas si vous l'avez suivi, que de l'autre côté, le taux de chômage est en baisse, l'économie augmente, va son chemin, mais par contre, le Bénin, ça piétine. Donc, la question est à chercher ailleurs. En fait, le Ghana et le Bénin ont un point commun en partage. Et je vais vous démontrer tout à l'heure pourquoi est-ce que le nouveau départ, le président Patrice Talon a choisi l'option d'une gouvernance au pas de charge pour amener notre pays vers le décollage. Le Ghana a des richesses du sous-sol que le Bénin n'a pas. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Ghana occupe une position très enviable, pratiquement en termes d'indice de développement, 3e, 4e pays en Afrique. Parce que le président Raoul, en son temps, a opéré des réformes profondes de la société, avec une brutalité certaine que tout le monde connaît. Aujourd'hui, le Ghana en bénéficie largement. Par ailleurs, les ressources dont dispose, vous savez, le Ghana a le pétrole, il a l'or, il y a le diamant, il a le charbon, etc. On n'en finira pas de citer. Ils ont le cacao, le café, etc. Le Bénin n'a rien de tout ça. Nous n'avons rien, en tout cas pour le moment. Nous n'avons que l'agriculture, qui n'est même pas encore une agriculture d'exportation qui peut nous permettre d'engranger des devises qui rendent une économie un peu forte. Donc, pour revenir, cette comparaison ne tient pas. Maintenant, en termes, le Ghana dispose d'assez de moyens pour organiser des élections séparées, etc. et tout. Chaque pays, en fonction de son expérience démocratique, essaye d'avancer vers quelque chose. Vous voyez, au Bénin, pourquoi nous disons, ou l'opposition, ou les jeunes disent qu'il n'y a pas d'argent dans le pays? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le populisme politique.
c'est terminé. C'est en raison du populisme politique, on distribue de l'argent dans les meetings, à tort et à travers, on fait de la surenchère, l'argent de l'État est utilisé à des fins politiques permanemment dans le pays. L'État est appauvri. Regardez, quand Yahi Boni prenait le pouvoir en 2006, il avait dit que le trésor public n'avait qu'à peine 1 milliard. Quand il partait en 2016, il n'y avait presque rien dans les caisses de l'État. Donc, comment un pays peut continuer à se gouverner au jour le jour? C'est à ça que nous voulons mettre fin. Donc, nous revenons sur le sujet de la modification de la Constitution. Au niveau des femmes, c'est dommage que M. Léon Nungwedi, que j'apprécie, Léonce plutôt, puisse raisonner avec autant de légèreté. Il dit que le gouvernement n'a pas donné la preuve de son attachement à la gente féminine. Claire, il faut commencer d'abord par favoriser et mettre un accent particulier sur le positionnement des femmes lors des élections dans notre pays. Élections législatives, municipales, voire présidentielles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque les femmes n'ont pas un espace pour développer leur leadership, elles ne se mettent pas au devant de la scène pour pouvoir en retour avoir des postes politiques. Moi, je peux vous dire, plusieurs fois, on a cherché à voir quelles femmes nommées à gauche, à droite. Il n'y a pas. Parce qu'elles ne sont pas visibles, elles ne participent pas à l'activité politique. Or, en instituant cela dans la Constitution, on oblige les partis politiques, d'une manière ou d'une autre, à former leurs femmes au leadership, à former les femmes et à les promouvoir obligatoirement, à les positionner dans les... Lorsqu'il y a élection, qu'on sort les listes électorales, à peine vous avez 1% de femmes sur la liste des partis politiques. Quand vous partez vers les femmes pour demander à ce qu'elles viennent, beaucoup ne sont pas intéressés. Il faut créer un mécanisme pour susciter le leadership des femmes au niveau de la compétition politique qui va développer leur leadership. Au niveau du couplage, je viens d'en parler, l'État n'a pas les moyens. Lui pense que ce n'est pas un couplage en tant que tel, parce que au lieu que tout s'organise le même jour, on décale de quelques jours et ça fait encore plus de dépenses. On a dit l'élection doit avoir lieu dans les 3 mois, dans les 90 jours. Ça peut se coupler, ça peut se décaler. Vous savez, nous sommes un État et l'État doit laisser quand même une certaine marge de manœuvre. Si nous supposons que par des circonstances extraordinaires, l'élection législative et présidentielle ne peut pas se dérouler le même jour, pourquoi ne pas laisser l'option de décaler l'élection législative de quelques jours? Cela ne gêne pas. C'est les mêmes mécanismes qui serviront à faire l'élection. Et dans tous les cas de figure, le président Patrice Talon a l'idée de faire maigrir les dépenses de l'État. Il s'y emploie depuis le premier jour de son accession à la magistrature suprême. Comment faire pour éviter les faux frais qui rendent encore notre nation plus pauvre? Pour utiliser ces fonds vers les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, etc. Vous savez, nous avons un gros défi. Il y a le PAG qui a 9 000 milliards. Nous avançons graduellement, mais en même temps que nous sollicitons les bailleurs de fonds, il faut mobiliser les ressources internes pour réaliser ces infrastructures extraordinaires. En la réaction de votre vis-à-vis, il a évoqué un autre point. Oui, il a évoqué un autre point. Voilà. En attendant, pour dire, leur objectif, c'est de tout faire pour que la marche des réformes, la marche de la modernisation de notre État puisse connaître un ralentissement, afin qu'en 2021, on puisse dire que non, le nouveau départ n'a pas fait grand-chose, a promis, n'est pas même. Non, mais si c'est le cas, c'est à changer. Non, attendez. Oui. Il a soulevé un dernier point. Oui, un dernier point. Il dit que, en tout cas, vous l'avez suivi, que tout n'est que prétexte. Et un autre prétexte, pas des moindres, qui pour eux constitue un danger, c'est que au niveau de l'une des dispositions, l'article 156 bis 1, il a été mentionné que oui, ils font un mandat de 7 ans, donc l'élection, le mandat court jusqu'en 2026, mais un silence qui ne dit pas son nom par rapport à l'élection présidentielle en 2021. Et pour eux, c'est à dessein. Non. Je suis étonné de la part de mon cher ami Léonce, mais la Constitution du Bénin est très claire. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et aucun des articles liés à l'élection du président de la République n'a été touché. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que M. Léonce dit que, bon, on a mis ça. Ça concerne l'élection des députés qui est constitutionnelle. Les articles qui concernent l'élection du président de la République n'ont pas été touchés. Mais le mandat du président de la République, c'est 5 ans. On n'a pas modifié pour dire que c'est 10 ans.
Comment, par quelle alchimie, peut-on nous dire que, parce qu'on a modifié la durée du mandat des députés, ça s'implique systématiquement aux articles constitutionnels concernant l'élection du président. Mais pour lever l'équivoque, oui. Ceci n'aurait-il pas été plus judicieux qu'au niveau de ce pan, puisqu'on en parle beaucoup, et qu'on l'insère et que ce soit compris noir sur blanc que... Mais il fallait juste qu'il fasse des propositions. Voilà, Léon... Ça n'a pas été refusé. Il fallait qu'il fasse des propositions. Pourquoi ne pas faire des propositions? Dans quel cadre vous allez faire de propositions? Je vous ai démontré tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de dialogue entre les deux parties. Et qu'en lieu plat de dialogue, on a eu droit à la pression et au chantage. J'ai entendu ça, vous êtes sérieux en le disant? C'est très grave ce que vous dites. Je vous dis, je suis un homme de parole. Et vous avez des preuves. Je suis prêt à assumer ce que je dis. Vous avez des preuves. Nos députés, les députés de la minorité, ont été mis sous pression et vous pouvez les interroger, ils vont vous le démontrer. Donc il n'y a pas eu de dialogue entre les deux parties, entre les députés de la minorité ou les députés de la mouvance. Il y a eu des contacts. Et pour nous, ces contacts constituent des chantages parce que nous savons tout ce qui s'est passé en retour. Je ne veux pas dire des choses ici. J'ai entendu beaucoup de contre-vérités sur ce plateau. Je ne suis pas venu ici pour faire le bilan de l'ancien régime. Mais vous savez, l'ancien régime n'a pas laissé les caisses de l'État vides, contrairement à ce que mon ami vient de dire. Eux-mêmes, ils avaient dit, ils sont venus, ils ont trouvé 47 milliards de francs CFA. Donc si les caisses de l'État étaient vides, où est-ce qu'ils ont trouvé les 47 milliards de francs CFA? Si les caisses de l'État étaient vides... On va évoluer dans le débat avec votre vision. Bon, allez-y très rapidement. Si les caisses de l'État étaient vides, quand ils sont arrivés, les milliards qu'ils ont commencé par décaisser au profit de leur société, ils ont trouvé ça où? Donc, nous sommes venus ici pour parler uniquement de la proposition de loi sur la révision de la Constitution. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le bilan. C'est pas dit. On va évoluer dans ce débat. Moi, je pense que par rapport à cette affaire, Patrice Talon veut sécuriser son pouvoir et veut s'éterniser au pouvoir. C'est tout ce qu'il a tenté de faire. Ça, c'est lui prêter des intentions. Non, c'est pas le prêter des intentions. Il l'a jamais dit. Écoutez, dire que les députés, je vous donne 7 ans. Mais le monsieur dit, moi, dans tout ce que je fais, je pense d'abord à moi-même avant de penser à vous. Et il pense aux députés. Mais ça veut dire qu'il a déjà pensé à lui-même d'abord avant de penser aux députés en disant je vous donne 7 ans. Mais qui ne veut pas. Non, ce n'est pas. Le monsieur dit je pense d'abord à moi-même tout le temps. Il a dit à Le Monde Afrique. Mais ça veut dire qu'il a déjà pensé d'abord à lui-même, s'éterniser, sécuriser de ce qu'il avait dit. Ce n'est pas déduction, c'est une triste réalité. Qu'il a déjà pensé à lui-même, sécuriser son pouvoir, s'éterniser au pouvoir et mettre les hommes qu'il faut. Parce que avec le safran, les trucs de fraude et tout ça, Ravip et autres là, c'est lui désormais qui dira qui doit être candidat, qui doit être. Il n'a jamais été question, pour l'instant en tout cas, que les Béninois vont aux élections avec Ravip, officiellement. Mais allez lire le code électoral, ça fait l'autre type de bataille que nous menons depuis des mois sur le terrain. Donc, lorsque cette question va revenir surface... Bon, vous l'avez dit, va revenir. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut retenir on va avec votre permission, on va un peu évoluer sur la question. L'autre volet, lorsqu'on en est arrivé à ce vote, c'est qu'on s'est trouvé plutôt face à un boulevard pour aller à une voie référendaire. Bien entendu, désormais, la balle est dans le camp aussi bien des élus du peuple que de l'exécutif. Chacun va devoir jouer sa partition et à fond. Et là encore, les acteurs politiques sont invités. Au niveau de la RBNV, comment se vit d'abord l'appréhension et ensuite le cheminement si cette voie doit être empruntée? Si cette voie doit être empruntée, nous sommes prêts. Je pense que la voie référendaire était même une voie privilégiée pour nous, mais il fallait épuiser les mécanismes. Ce sont les députés qui ont eu l'initiative de la proposition de la révision. Ils ont épuisé leur système interne. Il revient au chef de l'État de dire je convoque le corps électoral pour le vote référendaire. Nous avons des grands mobilisateurs, nos partis politiques sont outillés, sont prêts sur le terrain, et puis je vous dis, le référendum passera comme une lettre à la poste, nous allons gagner. C'est une évidence parce que vous ne pouvez pas dire à une femme de voter non à une révision de constitution lorsque cette révision l'avantage. Vous ne pouvez pas dire au peuple de voter. Un peuple ne peut pas voter non lorsqu'on sait qu'il faut faire des économies sur les caisses de l'État, lorsqu'il faut abolir la peine de mort, lorsqu'il faut instituer la Cour des comptes, cette fameuse Cour des comptes. Nous sommes le seul pays de l'UEMOA. Incroyable. Avec le Mali, je crois. La convergence de l'UEMOA exigeait. Ça fait le Bénin a la traîne avec le Mali. Le Mali, pratiquement, le problème a été réglé.
il n'y a que le Bénin. C'est le Bénin seul en matière de Cour des comptes. Donc, nous sommes prêts pour le référendum. Si le chef de l'État le décide, si l'Assemblée nationale joue sa partition, nous irons aux élections. Et il n'y a pas de raison... Auguste Videgla, on a entendu le directeur de la communication auprès du chef qui l'a martelé, oui, qu'ils attendaient surtout cette voie-là. Oui. Mais vous, qui avez suivi le Bénin dans ses premiers pas politiques, jusqu'à la conférence des forces vives de la nation et à ces heures les plus fortes de confrontation aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner au chef, que lui diriez-vous par rapport à cette option qui s'offre à lui? Ah non, peut-être que vous avez mal formulé votre question. Non, je ne l'ai pas mal formulé. Les conseils, nous faisons des réunions tout le temps avec le chef. Nous débattons des sujets d'intérêt. Et là-dessus, vous en avez déjà parlé? Oui, on en a parlé à maintes reprises. Il n'y a pas de problème pour un référendum. La seule chose, c'est que chaque fois qu'il faut dépenser des milliards pour quelque chose qu'on aurait pu régler, avec quelques pratiquement moins de rien, oui. Pourquoi ne pas faire cette économie? C'est le seul problème qui est un peu embêtant, parce que vous savez que notre pays n'a pas de produits d'exportation, notre économie est très faible, nous nous battons pour faire des réformes qui puissent permettre une meilleure productivité. Aujourd'hui, les recettes de l'État, c'est presque fiscal, la douane, les impôts, à part le coton qui rapporte quelques devises. Donc, nous pensons à notre niveau, à part les coûts que vont engendrer les référendums, que c'est la voie référendum qui est la meilleure. Ça va faire taire l'opposition, puisque au soir de ce référendum, on verra bien si le peuple dit oui ou si le peuple dit non. Alors, Léonce, on va dire oui. Le peuple les attend patiemment sur le terrain, qu'ils aient le courage de venir et ils auront la réponse appropriée. Vous savez, juridiquement, le référendum n'est pas possible avant août 2019. Juridiquement, pourquoi? C'est prévu dans les tests. C'est prévu dans les tests, mais juridiquement, ce n'est pas possible. Mais comment? Parce que d'abord, nous n'avons pas encore une liste électorale. Il y a le COS-LEPI qui vient d'être installé et qui va faire son travail. Je crois qu'ils ont au moins 6 mois pour faire le travail. Donc, nous n'avons pas encore de liste, alors que la liste doit pouvoir être prête au moins 3 mois avant les élections, avant les consultations. L'autre aspect, les normes communautaires de la CEDEAO disent qu'à 6 mois avant chaque échéance électorale, on ne peut plus toucher aux lois électorales. Ça fait deuxième point. Troisième point, c'est le chef de l'État qui prend l'initiative du référendum. Et pour y arriver, il faut qu'il consulte le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle. Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui transmet la proposition de loi et la question à soumettre au référendum. Et il est clairement dit dans la loi que la proposition de loi et la question à transmettre au référendum doit pouvoir être envoyée au chef de l'État au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Qui vient d'être bouclée. Nous avons 2 sessions ordinaires chaque année. L'une s'ouvre en avril, première quinzaine d'avril, et l'autre s'ouvre deuxième quinzaine du mois d'octobre. Oui. Donc ça veut dire que la proposition de loi et la question à soumettre au référendum ne seront envoyées au chef de l'État qu'en avril 2019. Vous comprenez avec moi que juridiquement, ce n'est pas possible. Donc, ces 4 éléments permettent à suffisance que nous n'ayons pas le référendum avant août 2019. On risque d'aller en 2019 et là... Absolument. Maintenant, comme on est dans un état voyou, comment ça? Je dis et je répète qu'on est dans un état voyou, vous me reposez la question. Oui, mais comment? L'état voyou, c'est quoi? Le candidat Patrice Talon a dit sur la télévision nationale qu'un état voyou, c'est l'état qui refuse d'appliquer les lois. Donc, quand il n'applique pas les lois, je dis j'assume, mais je suis prêt à assumer. Donc, on est dans un état voyou, on est dans un état de non-droit. Et puisqu'ils disent qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent du pays, donc ils peuvent ne pas respecter. Il a dit à la télévision nationale, donc ils peuvent ne pas respecter les tests en vigueur et passer outre, faire autre chose et forcer. Mais lorsqu'il va forcer, il verra que le peuple béninois sera là pour lui dire d'arrêter. Donc, juridiquement, à l'heure où nous sommes, les tests ne permettent pas d'aller au référendum d'ici août, si on doit respecter. Parce que n'oubliez pas qu'en avril 2019, nous aurons les élections législatives. Je suis étonné, M. Léonce n'est pas un constitutionnaliste. Oui. Je pense que vous n'êtes pas non plus un juriste émérite pour... Vous faites des interprétations des lois. Maintenant, laissez ceux dont c'est la profession, ceux dont c'est la robe. La loi est claire. Vous êtes politique, vous défendez vos arguments avec des points politiques. Nous n'en sommes pas là. Mais je reviens un peu sur... des mots quand même assez forts
que vous employez. Vous voyez, lorsque vous traitez votre propre pays d'État voyou... Votre candidat, c'est le président, c'est Patrice Talon qui l'a dit. Donc allez lui demander pourquoi il avait dit... lors d'un débat, lors d'une compétition. D'accord? La compétition est terminée. Donc au cours d'une compétition, on peut se permettre... Non, au cours d'une compétition, il y a beaucoup d'intrigues. Je vous rappelle votre candidat qui a traité d'autres d'assassins, de bandits de grand chemin, de pire quoi. Notre candidat, il avait dit ça où? Ah non, partout, on a tous les audios. Vous avez entendu Lionel Zinsou dire ça sur le terrain? Non, votre leader, pas Lionel Zinsou, on ne va pas faire ce débat ici. Bon, et avançons, oui. Oui, non, je disais, traiter son pays d'un État voyou sur les chaînes au niveau national, sur les chaînes internationales. Moi, je voudrais appeler je suis votre aîné, à la retenue sur certains mots. Parce que nous n'avons qu'un seul Bénin. L'échec de Talon, c'est l'échec de tout le peuple béninois. C'est l'hypothèque de nos enfants. Nous avons atteint déjà un certain âge, nous avons des jeunes qui sont derrière nous. Donc, toute mesure gardée, lorsque nous faisons de l'opposition, mesurons nos mots. Faisons des propositions, des contre-propositions de gouvernance. Mais sortir des mots aussi forts, État voyou, brigand, sur une gouvernance, sur un pays, jeter la probe sur son propre pays, c'est extrêmement dangereux, monsieur Léonce. Ce n'est pas une manière polie de faire la politique. Nous, on a fait l'opposition, on n'a jamais employé ces mots. En tout cas, nous, à l'endroit de l'ancien chef d'État Yaya Boni, faites attention aux mots que vous dites parce que vous salissez l'image de votre pays. Nous n'avons qu'un seul Bénin. Les gouvernants qui sont là peuvent mal faire aujourd'hui. Ils ont des bons côtés, des mauvais côtés, comme toute gouvernance. Mais de là à sortir des mots aussi forts, aussi poignants, et qui donnent au niveau national et international une image ubuesque de notre État. Et je pense mais lorsque le chef de l'État traite le Bénin de pays sinistré, et il est chef d'État en exercice. Un pays sinistré. Vous n'êtes pas chef d'État, un chef d'État qui fait un diagnostic. Donc lui, on peut lui permettre de traiter le Bénin de d'État voyou. On peut lui permettre, lui, de traiter le Bénin d'État voyou. Pendant les élections, pendant la campagne. Laissons à faire des élections. Alors, quand est-ce qu'il a traité, oui? On peut permettre à un candidat ou à un président de la République... Pendant la campagne électorale, tout est permis. Non, dans quelle loi tout est permis? Non, mais attendez, écoutez, moi je vous dis, monsieur, il a dit un État voyou, c'est l'État, ce n'est même pas de l'injure. Il a dit un État voyou, c'est l'État qui n'applique pas les décisions de justice, qui ne respecte pas les lois de la République, qui ne respecte pas la Constitution. Donc c'est comme une république bananière. Donc je ne fais que le répéter, le citer en disant, si tel est le cas, pourquoi aujourd'hui, une fois au pouvoir, il se permet de faire ce qu'il a qu'on appelle refusé hier. Donc c'est tout simplement de l'injure. Non, c'est de l'injure parce que lorsque vous traitez un État de voyou, parce que vous avez dit, vous n'avez pas parlé... On va, avec votre permission, si la question, on se comprend. Désormais, chers invités, Léon Soumbadi, Auguste Videgla, désormais, Léon, s'il vous plaît, Auguste Videgla, s'il vous plaît, sur la question, on s'accorde à dire que ce que le Bénin a de fondamental, ce que ses enfants ont de plus précieux reste effectivement la patrie. Et la patrie, rien ne vaut la patrie, et tous les mots, tous les actes doivent concourir à sauvegarder son image, à l'entretenir. Donc, chers invités, nous allons unanimement nous accorder là-dessus et pouvoir évoluer avec votre permission. Alors, donc, la question est de savoir, désormais, techniquement, comment on fait pour pouvoir y aller. Pour certains, effectivement, il y a quelques interrogations. Est-ce que, dans le temps réglementaire, on pourra parvenir à obtenir le consensus qu'il faut par rapport aux tests qui existent, pouvoir poser les jalons qu'il faut, lever ce qui, pour certains, apparaît comme grand défi, et ensuite obtenir ce référendum avant la date pour le prochain scrutin, qui se trouve être les législatives. Je ne saurais vous répondre. On dit, laissons les institutions jouer leur partition. Il ne revient pas aux politiques de décréter que nous allons ou pas au référendum. Nous avons les parlementaires, nous avons l'institution qu'est le président de la République, la Cour constitutionnelle, etc. Et tout. Je pense que s'il faut aller au référendum, suivant les prescriptions de notre Constitution, suivant les lois de la République, les décisions seront prises en son temps, nous apprécierons. Mais nous sommes mal placés en tant qu'acteurs politiques aujourd'hui à statuer parce qu'il ne nous revient pas de décider, mais il revient aux institutions de la République, conformément aux textes et lois de la République,
de statuer en la matière. Voilà ce que je peux dire, parce que ça ne sert à rien de créer des polémiques. Nous sommes dans une nation à la recherche d'un décollage, je le répète encore, d'un décollage, des petits pays à côté qui n'ont aucune vaillance par rapport à la vaillance de notre peuple, sont au devant de nous, parce qu'ils avancent avec courage, avec une certaine ligne droite. Mais que notre peuple soit toujours en retard, moi je pense que les vaines polémiques, tout ce que nous dirons ici vont se répandre dans les réseaux sociaux, ce sera interprété d'une manière ou d'une autre. Laissons les institutions faire leur travail. Si il s'accorde que le corps électoral est convoqué pour la consultation référendaire, nous statuerons en son temps de la régularité ou non. Mais pour le moment, ça ne sert à rien de faire des procès d'intention ou de présager de quelconque problème. Voilà. Je pense que les institutions ne vont pas décider en dehors des lois de la République. Et je viens de vous démontrer que juridiquement... Vous ne démontrez rien parce que vous n'êtes détenteur de rien du tout. Non, vous n'êtes détenteur de rien du tout, à part être un acteur politique. Oui, les lois, non, vous n'êtes pas ni gardien, ni acteur, ni manager d'une quelconque loi. Laissez les institutions vous savez les manipuler. Et vous savez faire ce que vous pensez être bon pour vous. Donc, ces lois-là, elles sont là, elles sont lues par les Béninois. Les Béninois ne sont pas des godilots, donc ils ne sont pas dupes. Je vous ai démontré par A plus B tout à l'heure que juridiquement... Vous n'avez rien démontré. Vous n'avez fait que... Vous permettez? Vous n'avez rien démontré. Vous revenez sur un sujet qui est clos, fort clos. Monsieur Léon, je vous appelle à plus de retenue. Lorsqu'on dit des choses politiquement qu'on ne maîtrise pas... Je maîtrise bien mon sujet. Laissez-moi répondre à la question du journaliste. Je maîtrise très bien mon sujet. La question du journaliste était très claire. Désormais, le défi, vous le savez, il reste très grand. C'est l'avenir. Et les regards sont focalisés pour le Bénin de demain autour de ce défi qu'est la loi fondamentale, tout ce qu'il faut y apporter. Ouais. Donc le boulevard est celui du référendum. Au niveau du bloc, de la minorité, quels sont les jalons qu'on met déjà en place lorsqu'on doit regarder dans cette direction? Non, ce n'est pas nous qui avions sollicité le vote de la proposition de loi. Donc, vous observez? Mais vous voulez que nous allons faire quoi au niveau de l'opposition? Maintenant, c'est la voie référendaire qui s'ouvre. Maintenant, il revient au chef de l'État, il revient au président de l'Assemblée nationale de respecter les lois de la République. Et puis, si c'est convoqué... On a confiance si c'est l'option finalement retenue? Oui, si c'est avec le vote du 5, c'est que c'est l'option référendaire. Maintenant, ceux qui doivent prendre l'initiative conformément à la loi, si c'est ça, ils veulent réellement, ils vont prendre l'initiative. Et nous allons nous retrouver sur le terrain. Je vous ai dit que les Béninois sont très, comment on appelle, impatients. Ils veulent voir le gouvernement sur le terrain, ils veulent voir les mouvanciers sur le terrain pour aller aux élections, pour dire ce qu'ils pensent réellement du sujet. Mais je dis, ce n'est pas à l'opposition de décider de la conduite à tenir. C'est au gouvernement, au pouvoir exécutif de décider de la conduite à tenir. Et tout ceci doit pouvoir se faire conformément aux lois de la République. Et si c'est fait, c'est l'option, on est prêt à y aller. Mais nous, on est prêt tout de suite. C'est vrai qu'ils nous disent qu'ils vont faire un hold-up électoral, qu'ils vont gagner. On a déjà entendu. On a déjà entendu. Ce que vous venez de dire, vous avez dit sur ce plateau que vous allez gagner. Et avant vous, on a déjà entendu. On a déjà entendu. Je n'ai jamais fait un débat avec vous, mais je suis assez étonné par votre... On a déjà entendu ce discours quelque part. Hein? Donc, je vous dis, on va pas tout sur ce plateau. C'est vous qui faites des hold-up électoraux, c'est mondialement connu. On vous attend sur le terrain. Non. Venez faire l'hold-up. Nous n'avons que la démocratie comme grande richesse et nous la protégerons toujours. Mais vous la protégerons pensez pas au contre fond. vous parce que... Non, on la pense au fond. Vous savez, c'est comme votre famille. Lorsque vos enfants veulent dériver, vous prendrez des décisions, même si ça doit leur faire mal, pour garder votre maison. Le chef de l'État est le père de la nation. Le président de l'Assemblée nationale et les députés sont les garants des lois. Ouais. Mais est-ce que vous respectez les lois? Nous les respectons. Vous respectez la Constitution. Quand la Cour constitutionnelle prend des décisions, vous ne respectez rien dans le pays. Mais les décisions de la Cour constitutionnelle, vous les banalisez. Mais on ne les banalise pas. Pourquoi vous dites qu'on ne les banalise pas? Mais pourquoi, comment on appelle, l'installation du COS, les puis vous n'avez pas respecté depuis décembre? Mais ce n'est pas le gouvernement, ça, c'est l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas vos députés qui l'ont bloqué? Ce n'est pas vos députés qui l'ont bloqué? Comment les députés? C'est la majorité. La majorité soutient qui? La majorité soutient qui? Vous parlez du peuple. Quel peuple? C'est vous qui avez parlé du peuple, non? Les députés sont l'émanation du peuple. Si 62% du peuple... Ils soutiennent qui? Ils soutiennent le chef de l'État. Si 62%... Donc c'est vous qui avez bloqué ce dossier-là. Si 62% décident que... Écoutez, monsieur,
On n'a pas besoin pour le moment venu. Alors, finalement, ils ont installé, non? Vous ne respectez rien dans la République. Mais la loi référendaire est claire. Cour constitutionnelle, en prenant sa décision, avait elle-même un peu violé. Vous voyez, on a réajusté. Mais réajusté quoi? Suivant la Constitution. Vous transformez la Cour constitutionnelle en cour d'appel et vous revenez sur des décisions déjà prises par le passé. On va dire, Auguste Videgla, donc c'est important de le retenir au-delà de tout. Vous l'avez souligné ici, il s'agit du Bénin. Et pour le Bénin, vous êtes tous prêts à apporter les contributions qu'il faut pour un Bénin prospère et plus moderne. Là-dessus, les regards sont tournés vers chacune des chapelles pour voir comment cette partition sera jouée afin qu'à l'arrivée, on ait un résultat beaucoup plus édifiant. Auguste Videgla, quelques secondes encore, on va se séparer sur ce thème. Déjà? Oui, déjà. Alors, quelle est votre adresse dans ce sens? Mon adresse, c'est que je lance un appel à l'opposition, à la minorité parlementaire, afin qu'un véritable dialogue fécond, sans arrière-pensée politicien et électoraliste, parce que toutes les démarches de l'opposition tendent à tout faire pour retarder les nombreuses réformes qui, demain, porteront notre pays parmi les nations qui gagnent et parmi les premières nations de la sous-région UEMOA. Alors, je demande à l'opposition d'avoir beaucoup plus une hauteur de vue. Merci. S'il vous plaît, sur les défis qui assaillent notre nation. Parce que le combat est commun. L'échec du président Patrice Talon n'est pas l'échec de Talon, mais c'est l'échec du Bénin. Oui. Chaque fois que l'opposition pourra favoriser la réussite des programmes et des réformes, elle n'a qu'à le faire. Merci beaucoup. Très profond cette adresse-là. Oui, Léon Songbadi. L'opposition béninoise est responsable, elle est dynamique, elle est forte, elle est très ouverte. Et depuis 2 ans, nous réclamons les assises nationales, nous réclamons le dialogue national. Donc il faudrait que sur la question de la révision constitutionnelle, que nous puissions en discuter au cours d'un dialogue national ou bien au cours des assises nationales pour pouvoir apaiser les tensions de part et d'autre. Nous avons besoin de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale pour notre pays. Mais c'est aux gouvernants, à ceux qui nous dirigent, de tendre la main. Nous sommes là, nous allons continuer à faire notre travail. Si le gouvernement échoue, ce n'est pas l'opposition, parce que l'opposition, ce n'est pas l'opposition qui gouverne. Le gouvernement qui gouverne, c'est le chef d'État qui fait ça. Donc nous ne sommes pas là pour mettre les bâtons dans les roues. Le chef d'État n'a qu'à se mettre au travail. Merci Léon Songbadi, merci Auguste Videgla. Oui, si Patrice Talon réussit, c'est tout un peuple qui réussit. L'opposition dit aussi être prête, n'est pas là pour mettre du bâton dans les roues du chef. En tout cas, des phrases assez positives, on l'espère, pour ce Bénin qui a besoin de se sentir toujours en prompte, mais aussi stable, parce qu'il reste aussi l'un des havres de paix indiscutables de la sous-région. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Cette citation de Charles Dickens, romancier anglais, avant de prendre congé de vous et vous souhaiter une semaine très radieuse. Le bonheur, dit-il, est un cadeau. La difficulté est de ne pas l'attendre, mais de s'en délecter lorsqu'il vient. Tout est question de la façon dont l'on conçoit chaque instant de sa vie. Mesdames, Messieurs, prenez donc la vie du bon côté. Chaque jour reste une vie. Vivez-le à fond. À très bientôt.